à tous, on se retrouve pour démarrer une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Le mien, oui, il fut bon parce que j'ai pu me plonger pendant de longs moments dans ma lecture papier en cours qui est Il était deux fois de Franck Thillier, parce qu'après 2 semaines de vacances, la semaine dernière, c'était la semaine de reprise du travail et je n'ai pas eu le loisir de lire pendant la semaine et c'est extrêmement frustrant, et donc du coup d'avoir pu me plonger pendant de longs moments dans ma lecture papier ce week-end et de pouvoir lire 200 pages, bah franchement ça fait trop du bien. Donc oui, effectivement j'ai passé un très bon week-end. Sinon, bah du coup, comme je vous l'ai dit à l'instant et comme je vous l'ai également dit dans mon précédent vlog, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite bien évidemment à aller le voir. Je vous le mettrai comme d'habitude dans le petit juste ici, donc n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas encore vu, cliquez, allez voir ça, et puis revenez me voir là, maintenant, tout de suite. Sinon, du coup, je vous disais, je suis en pleine lecture de Il était deux fois de Franck Thillier. Donc ici, c'est le tome 2 d'une saga qui est composé donc du manuscrit inachevé de Il était deux fois et de Labyrinthe. Ici, donc, je suis dans le tome 2. Et dans ce tome 2, on va commencer l'histoire en 2008 avec Gabriel Moscato qui est lieutenant de gendarmerie. Et malheureusement, sa fille a disparu depuis quelques semaines. Elle a été enlevée et on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Et donc, Gabriel enquête sur la disparition de sa fille. Son enquête l'emmène dans le seul hôtel du coin. Parce qu'en fait, il est gendarme dans un petit patelin de Savoie et dans la région, il n'y a qu'un seul hôtel. Et donc, du coup, il s'est dit, bah, potentiellement, la personne qui a enlevé ma fille, c'est quelqu'un qui ne fait pas partie du village et du coin. Et donc, il a d'office logé dans cet hôtel. Et donc, du coup, il va à l'hôtel, il demande au propriétaire le registre pour pouvoir relever l'identité des différentes personnes qui ont loué une chambre dans les environs de la date d'enlèvement de sa fille. Le gérant de l'hôtel, bien sympathique, va lui donner les clés de la chambre 29 située au 2e étage pour qu'il puisse relever l'identité de tout le monde calmement. Voilà, et une fois qu'il a terminé, il n'a qu'à descendre le registre, rendre la clé, et voilà. Mais au moins, ainsi, il sera au calme. Sauf que Gabriel, il est totalement épuisé. Entre interrogations et recherches qui durent depuis des semaines et des semaines, le pauvre, il n'en peut plus, et donc il s'effondre de fatigue dans la fameuse chambre 29. Quand il se réveille le lendemain, il n'est plus dans la même chambre, il est un petit peu perturbé parce qu'il se réveille dans la chambre 7, qui est au rez-de-chaussée, et quand il commence un petit peu à se poser des questions sur pourquoi, qu'est-ce qu'il fait là, il se rend compte qu'en fait on n'est plus en 2008. Et non, on est en 2020, 12 années ont passé et sa fille Julie n'a jamais été retrouvée, et Gabriel ne se souvient plus de ce qui s'est passé entre le moment où il s'est endormi dans la chambre 29 en 2008 et le moment où il s'est réveillé en 2020 dans la chambre 7. Donc il a totalement perdu la mémoire. Franchement, cette histoire, elle est totalement addictive. On retrouve donc Franck Thillier a l'art de nous plonger dans des récits hyper tortueux qui nous fait des nœuds au cerveau. À chaque fois, il nous plonge dans des histoires qui sont extrêmement addictives. En plus, il a une plume qui est extrêmement agréable et ses chapitres sont courts, donc on les enchaîne rapidement, et il a un don pour manier le suspense et nous révéler des petits éléments de l'intrigue à chaque fois à des moments propices. Il sait bien gérer les cliffhangers, il sait bien gérer les révélations, etc. Et donc ici, bah, ce livre n'échappe pas à la tradition de Franck Thillier. Je trouve que l'histoire est totalement addictive. Dès les premières pages, j'ai été happée par cette histoire, et c'est un roman qui est difficile à lâcher parce qu'à chaque fois on s'enfonce de plus en plus dans l'interrogation. On est ici en plus avec Gabriel, qui est un personnage qu'on comprend très rapidement, qu'il a jamais cessé d'essayer de trouver ce qui est arrivé à sa fille. Il avance pendant des années, il a avancé dans son enquête, quitte à toucher du bout du doigt ce qui est arrivé à sa fille, et puis bam, il s'est retrouvé amnésique. Et donc du coup, on suit en fait ce personnage qui essaye de remettre les pièces du puzzle en place, qui doit faire face en plus à cette amnésie. C'est pas évident parce que toute la vie qu'il a connue, il se réveille en pensant être en 2008 avec un univers totalement connu, et puis il remarque que 12 ans ont passé et que finalement il est plus avec sa femme, il s'est brouillé avec son meilleur ami, il habite plus dans le coin, etc. Donc bref, il doit faire face à tout ça, puis faire face aussi au fait que sa fille, il l'a pas retrouvée, donc pendant 12 ans, il était à sa recherche et il n'a pas réussi à retrouver sa trace. Et donc voilà, on doit suivre donc ce Gabriel qui doit faire face à
à cette réalité qu'il a oubliée, mais voilà, il doit faire face à cette nouvelle claque qui lui vient en plein visage. Et en parallèle, donc on va suivre l'enquête parce que clairement Gabriel a fait des découvertes pendant ces 12 années et continue encore à en faire même là maintenant. Et petit à petit, ces découvertes le mènent sur d'autres découvertes, qui petit à petit l'emmènent vers ce qui est arrivé à Julie. Et c'est vraiment un peu comme une chasse au trésor, mais version thriller. Donc petit pas par petit pas, on avance de plus en plus vers la vérité et à chaque fois qu'on avance, l'intrigue devient beaucoup plus épaisse, beaucoup plus complexe. C'est hyper haletant, c'est hyper intriguant, c'est hyper excitant. Moi, je suis à fond dans ce livre. J'ai envie de savoir à chaque fois, je me dis « Ah, c'est bon, on va avancer. » Et puis non, il y a un nouvel élément qui arrive et on est là « Mais quoi? Mais comment? Et pourquoi? » Et c'est hyper addictif, hyper prenant et c'est noir, c'est tortueux, on se pose plein de questions et je trouve que cette histoire elle est également hyper ingénieuse parce que pendant toute une bonne partie du roman, je ne comprenais pas en quoi ce livre faisait partie de la trilogie. Donc je vous l'ai dit, il y a le manuscrit inachevé, Il était deux fois et puis Labyrinthe. C'est une saga et je ne comprenais pas en fait au début qu'est-ce que venait faire ce livre par rapport au manuscrit inachevé. Alors le manuscrit inachevé, je l'ai lu il y a 6 ans, je l'ai lu en janvier 2020, donc effectivement ça fait longtemps que je l'ai lu, donc je me souvenais plus trop de l'histoire. Je sais que ça avait été un coup de cœur, que l'histoire m'avait explosé la tête, et surtout ce final, je l'avais trouvé dinguissime, mais sinon, je me souviens plus trop de l'histoire. La seule chose que je sais, c'est qu'on retrouve pas ici un personnage principal, on retrouve pas le même enquêteur, on retrouve pas les mêmes personnes que l'on a côtoyé dans le manuscrit inachevé. Et en fait, c'est là où Franck Tillier montre que c'est vraiment un maître du thriller et que c'est je veux pas dire the maître du thriller français, mais que c'est pour ça qu'il fait partie des auteurs les plus vendus et les plus lus au niveau thriller en France. C'est que en fait, le manuscrit inachevé a ici une place en tant que tel. Donc, c'est-à-dire que l'histoire du manuscrit inachevé, qui met en scène un écrivain fictif qui a écrit du coup le manuscrit inachevé, en fait, le livre que Franck Tillier a écrit, qui est en fait écrit par un écrivain fictif, joue ici un rôle principal presque en tant que personnage, et donc c'est ça qui lie les deux livres, quoi. Je sais pas si je suis absolument claire, mais en fait, dans le manuscrit inachevé, Franck Tillier écrit l'histoire d'un écrivain qui est décédé, dont le fils a découvert le manuscrit et qu'il a décidé de publier. Sauf que ce manuscrit, il a été retrouvé inachevé, et donc le fils de l'écrivain, donc l'écrivain qui s'appelle Caleb Traskman, décide d'écrire la fin du manuscrit et donc de le publier en imaginant une fin en lisant le récit, sachant que son père a l'habitude de dissimuler dans son intrigue de manière totalement indétectable des indices quant à l'identité du coupable à la fin. Lui, il va, en accord avec sa maison d'édition, analyser tout ce manuscrit pour essayer de trouver la fin possible à l'histoire que Caleb Traskman avait imaginée. Et voilà un petit peu en fait le livre, donc le manuscrit inachevé de Franck Tillier. Et en fait ici, on retrouve le manuscrit inachevé écrit par Caleb Traskman, et ce Caleb Traskman, c'est très dur à prononcer ce nom, va être en fait un personnage, ou en tout cas un élément qui va avoir une certaine place dans cette histoire. Et le fait d'imbriquer ces histoires comme cela et d'en faire une saga, non pas comme d'habitude avec des personnages récurrents, mais en les imbriquant un petit peu comme des poupées russes, je trouve ça hyper ingénieux et je trouve que ça ajoute du piment, de la palpitation, de l'excitation quand on lit ce livre, parce que c'est véritablement, enfin moi quand j'ai découvert ça, j'ai bondi, j'ai lu ça hier, j'étais dans mon bain, je faisais ma petite routine skincare, tout ça, j'étais pépouze en train de lire, et quand j'ai découvert cet élément, mais j'ai sauté de mon bain, j'ai fait mais quoi? Mais comment c'est possible? Mais c'est totalement ingénieux, je trouve, cette manière de faire. Et donc voilà, là où j'en suis, je suis à la page 415 sur 598. Donc voilà, il me reste 180 pages à lire et j'ai véritablement hâte de continuer ce livre. C'est hyper addictif, c'est hyper prenant, on est bien dedans et c'est très frustrant de devoir aller travailler et de devoir lâcher ce bouquin, de n'avoir que un petit peu de temps le matin et un petit peu de temps le soir pour le continuer, parce que c'est une histoire qui est vraiment
prenante, palpitante, enfin voilà, je suis à fond dedans, je le trouve véritablement génial. J'espère que le livre va continuer sur sa lancée, parce que si on continue comme ça va véritablement être un coup de cœur, donc voilà, très très hâte de le continuer, et en tout cas j'espère le terminer cette semaine pour pouvoir vous en parler un petit peu plus, parce que bon Dieu, qu'est-ce que je prends du plaisir à lire ce livre. Sinon, niveau lecture audio, je suis également dans un Franck Tillier, mais dans une toute autre saga. Cette fois-ci, je lis le 2e tome de la saga donc de Charcot et Hennebel, qui s'intitule La Chambre des Morts. Ici, La Chambre des Morts, c'est le premier livre qui met en scène donc Lucie Hennebel. Donc, pour expliquer, on va avoir, donc j'ai lu je vous en ai parlé dans les précédent vlog, donc j'ai lu Train d'enfer pour Ange Rouge, qui met en scène donc Franck Charcot, qui est un des personnages phares de Franck Tillier, et il va y avoir aussi un 2e personnage phare, donc Lucie Hennebel, qui entre en scène du coup dans La Chambre des Morts, et ces 2 personnages vont avoir 2 tomes à eux seuls, pour ensuite se rejoindre dans un tome commun, et ils vont continuer chemin faisant ensemble pour la suite de la saga. Donc c'est pour ça que c'est le 2e tome de la saga Charcot Hennebel, mais le 1er tome de la saga Lucie Hennebel. Enfin voilà, j'espère que encore une fois je vous ai pas trop brouillé, mais bref, je suis en train de lire La Chambre des Morts de Franck Tillier. Dans ce livre-là, on va avoir 2 histoires parallèles mais qui vont rapidement se rejoindre. On va commencer l'histoire avec Vigo et Stéphane, qui sont 2 informaticiens au chômage, qui un jour vont décider d'aller taguer les murs de leur ancienne entreprise pour voilà, se venger de les avoir mis au chômage, et ils vont continuer leur folle soirée en allant rouler à toute berzingue dans les champs tout feu éteint, et aller faire un bon excès de vitesse pour se donner un petit peu de frisson et une bonne dose d'adrénaline. Sauf que pendant leur petit rodéo automobile, ils vont malheureusement heurter quelqu'un et tuer 7 personnes sur le coup. Et quand ils sortent de la voiture et qu'ils vont voir les dégâts qu'ils ont causés, ils vont trouver à côté de cette malheureuse personne un énorme sac de sport avec de l'argent à l'intérieur, de l'argent à hauteur de 2 millions d'euros. Donc comment vous dire que très rapidement ils vont mettre leurs scrupules de côté et empocher le pactole, parce qu'en plus comme ils sont au chômage, ils sont un petit peu ric-rac niveau argent, donc c'est une aubaine, c'est bienvenu. Et en parallèle, on va suivre Lucie Hennebel, qui est brigadière, il me semble, elle n'a pas un haut grade au sein de la police de la région, qui va être mis un petit peu enfin, pas par hasard, mais en fait on est à la période de Noël et le commissariat est un petit peu vide, et donc ils ont personne pour enquêter sur un meurtre qu'ils ont découvert, et donc c'est comme ça que Lucie Hennebel va se retrouver dans l'équipe d'enquête qui va enquêter sur le meurtre d'une petite fille qui a été enlevée et qui a été malheureusement tuée parce que le père devait venir donner une rançon au kidnappeur, sauf qu'il n'est jamais arrivé, et donc malheureusement la petite a été retrouvée morte. Voilà, alors est-ce que vous arrivez à faire le lien? Ah, oui, je pense, parce qu'effectivement le papa en question, c'est celui qui s'est fait renverser par Vigo et Stéphane, et en plus le kidnappeur d'enfants a assisté à la scène, donc voilà. Et puis bien évidemment le kidnappeur va kidnapper d'autres enfants, tutti quanti, enfin bref. On est dans une histoire bien sombre, bien noire à la Franck Tillier, et donc on a ici Lucie Hennebel qui entre en scène, qui doit faire... qui a un moment un petit peu spécial de sa vie parce qu'elle a repris le travail, mais elle a accouché de jumelles, il me semble. Enfin, en tout cas, elle a accouché de jumeaux jumelles, je me souviens plus trop du sexe, mais bon, bref, elle a 2 enfants, et on comprend qu'elle est mère célibataire, et donc elle doit faire face à son nouveau rôle de mère, et également à son travail en tant que brigadière au sein de la police. Et donc elle va, on voit qu'elle cogite bien, Lucie Hennebel, et qu'elle va commencer à bien réfléchir et à bien faire des liens au niveau de cette enquête pour essayer de découvrir qui a kidnappé les différents enfants, qui ont, soit dit en passant, chacun une petite particularité, mais ça, je laisse le suspense entier si vous voulez
lire ce livre. Alors, je suis à environ, je dirais 45% d'écoute, quelque chose comme ça de ce livre, et je prends, comme d'habitude, beaucoup de plaisir. On est plongé ici de nouveau dans un roman très noir, où on comprend qu'il va y avoir pas mal de violence, qu'il va y avoir pas mal de rebondissements vraiment, voilà, pas piquer des hannetons, quoi. On n'est pas dans le monde des bisounours, hein, quand on lit un roman de Franck Thillier. Ça va être à la hauteur de la noirceur et du côté très malsain de Train d'enfer pour Ange Rouge. Je sens qu'on est un petit peu sur le même style de livre, mais en tout cas à chaque fois c'est un véritable plaisir de remettre mes écouteurs, de commencer mes runs et de continuer ce livre. J'aime bien le personnage de Lucie Hennebel. J'avoue que je la trouve pour l'instant un petit peu moins développée que Charcot, parce qu'elle est quand même présente, mais elle reste quand même un petit peu en arrière-plan. Là, au moment où j'en suis, on voit qu'elle commence à prendre un petit peu plus d'ampleur au niveau de l'enquête, etc., qu'elle se déploie un petit peu plus, et je trouve que c'est chouette, en fait, de découvrir cette nana. Ça change complètement de Charcot, qui était un homme un petit peu bourru. Enfin bon, le pauvre, il lui est arrivé des choses qui n'étaient pas du tout cool, hein, mais c'était un homme un petit peu bourru. Là, on est dans une nana qui est un petit peu plus sur la réflexion, et je trouve que c'est très très chouette d'avoir ce contraste du coup entre ces deux personnages, tout en sachant du coup qu'ils vont se rejoindre plus tard pour faire chemin commun lors des prochaines enquêtes. Et voilà, donc je prends beaucoup de plaisir à suivre Lucie Hennebel, beaucoup de plaisir à écouter cette histoire. On sent que du coup, étant donné que le kidnappeur a assisté au retrait, hein, de cette rançon par les deux autres gaillards, là, par Vigo et Stéphane, on sent que du coup tout va s'en mêler, et que peut-être voilà, les deux gaillards ne vont pas être à l'abri de la fureur du kidnappeur. Enfin bref, j'ai plein d'idées pour la suite de cette histoire. J'espère que ce sera à la hauteur de Train d'enfer pour Ange Rouge, donc bien malsain et bien sanglant, mais en tout cas pour l'instant je prends beaucoup de plaisir et je me réjouis à chaque fois de partir en run et d'écouter ce livre. Voilà donc pour mon avis intermédiaire sur ma lecture audio. Et écoutez, c'est déjà là-dessus que je vais clôturer le premier run, non pas le premier run, le premier rush de la semaine. Et je vous dis donc à plus tard. Que je prenne la caméra, il faut absolument que je prenne la caméra, parce que je viens de terminer, il y a genre 10 minutes de ça, je viens de terminer, il était 2 fois de Franck Thillier, j'ai besoin d'en parler, attendez, je vous pose, j'ai besoin d'en parler. Voilà, je vous pose, alors je sais pas du tout si c'est droit, mais c'est pas le propos, on s'en fout, je viens de terminer, il était 2 fois, mais c'est trop génial, franchement, cette fin. En fait, c'est même pas la fin en soi qui est géniale, parce qu'elle est un petit peu à la Franck Thillier, elle est ultra rapide. Il y a un petit manque où tu dis « Ah oui, mais j'aurais aimé une fin un petit peu plus développée », mais bon, bref, c'est pas la question. Encore une fois, Franck Thillier joue avec nous et nous laisse à la fin de son roman. Il nous dit quelque chose à la fin de son roman. Et du coup, si t'as des talents d'enquêteur, tu retournes voir. Parce que déjà dans le manuscrit inachevé, la fin, elle est pépite, et seuls les lecteurs attentifs ont vraiment compris la fin, et c'est ingénieux comme je ne sais quoi. Mais là, en fait, Franck Thillier, il continue sur sa lancée, comme dans le manuscrit inachevé, mais d'une autre manière encore un petit peu plus tortueuse et complexe. Et du coup, il nous laisse un élément qui donne, alors je vais pas dire tout son sens à l'intrigue, mais qui donne du coup un élément qui est dinguissime, où tu te dis... Punaise, j'ai bien fait d'acheter le 3e tome, vraiment, j'ai bien fait de l'acheter, parce que
Je peux pas rester là-dessus. Je peux clairement pas rester là-dessus. C'est impossible. Je vais me calmer, hein. Je vais me calmer, mais une fois que ce sera fait, je plonge directement dans le 3e tome, c'est pas possible autrement, parce que là, il nous laisse quand même sur un élément. What the fuck? What the fuck? Franchement, quand j'ai lu ça, je suis en train de remettre en question toute ma lecture. Je suis en train de me creuser la tête pour me souvenir de tous les détails, pour essayer de voir où je me suis fait berner. Où il est le truc? Où est le loup? Où est le loup que tu as caché, Franck? C'est incroyable, franchement, c'est incroyable. Là, je suis pas prête pour vous faire un avis final parce que je suis trop excitée, comme vous pouvez le voir. Franchement, depuis tout à l'heure, je sautille, je fais plein de petits bonds, plein de petits sauts. J'ai découvert le message, j'ai demandé de l'aide à mon mari. Lui, il a rien compris, bien évidemment, mais moi, je sais. C'est pépite. C'est vraiment... c'est pépite. C'est pépite, mais je vous en reparle plus tard. Hello, on est vendredi aujourd'hui et je vous retrouve un petit peu plus à froid. Voilà, j'ai tempéré mes ardeurs, une nuit est passée, j'ai un petit peu réfléchi, je me suis un petit peu posée, je suis moins on fire et moins à chaud que quand j'ai pris la caméra hier. Et donc, je suis prête pour vous donner mon avis final sur Il était 2 fois de Franck Thillier. Alors, je reste quand même sur mon enthousiasme d'hier, hein, parce que clairement, ça a été une excellente lecture. Pour moi, on est clairement sur un coup de cœur, parce que ce livre réunit tout ce que j'aime dans le thriller. On est dans une intrigue extrêmement complexe, extrêmement noire, qui nous tient en haleine du début à la fin, et on suit comme ça Gabriel dans sa quête pour savoir qu'est-ce qui est arrivé à sa fille, et en fait on va de découverte en déconvenue, puis de découverte en découverte, de plus en plus noire, de plus en plus macabre, de plus en plus sombre, de plus en plus malsaine, et c'est véritablement une histoire qui est imbriquées telles des poupées russes, et j'ai véritablement adoré être plongée dans ce récit. Il n'y a vraiment pas de temps mort. Dès qu'on ouvre le bouquin, on est tout de suite plongé dans l'intrigue et notre attention, enfin on est tenu en haleine du début à la fin, quoi. Vraiment, j'ai adoré. C'est un livre que j'ai quand même traîné sur presque 2 semaines, et malgré ce lent rythme de lecture, j'étais happée. J'y retournais à chaque fois avec plaisir. J'avais envie de savoir qu'est-ce qui était arrivé à Julie. J'avais envie de connaître la finalité de l'enquête de Gabriel Moscato. Et franchement, je ne suis pas déçue. Je suis arrivée à la fin. Franchement, c'était vraiment trop bien. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Et alors, pépite. Voilà. Cerise sur le gâteau. Pépitas del pépitos sur le petit mentos. Enfin voilà. C'est, encore une fois, Franck Thillier a joué avec nous. Franck Thillier a, tout comme dans le manuscrit inachevé, nous laisse donc sur une fin, mais une fin qu'il faut lire différemment. Voilà, il nous met un petit peu sur la piste d'un message qu'il a caché tout au long de son récit, un peu dans la même vibe que dans le manuscrit inachevé, mais d'une toute autre manière. Et une fois qu'on collecte tous les indices et qu'on découvre ce qu'il nous réserve, franchement, je suis excitée comme une puce. Enfin, vraiment, il nous manipule. Voilà, Franck Thillier nous a manipulés du début à la fin, et j'adore quand un auteur joue comme ça avec nous. Je trouve ça à chaque fois ingénieux, et j'adore. Et du coup, je vous en ai pas encore parlé, mais mardi, j'ai été acheter la suite du manuscrit inachevé et de Il était 2 fois, donc le 3e tome de la saga qui s'intitule Labyrinthe. Et là, je vais le commencer tout de suite. Alors, je vais quand même tempérer mes ardeurs, et je pense que je vais caser entre ces 2 lectures un petit manga, hein, parce que voilà, j'ai envie, et ainsi ça me permettra d'avoir quand même une petite pause. Mais je savais très bien cette semaine que j'allais vouloir enchaîner tout de suite avec la suite. Donc mardi, je suis allée chercher le tome 3, Labyrinthe, à la Fnac. Voilà, j'avais de la chance, il était en stock, c'était le dernier exemplaire qui leur restait. Je l'ai eu et j'en suis ravie, parce que clairement, je n'aurais pas pu attendre que ma commande soit livrée, parce que j'avais tout de suite envie d'avoir à portée de main le 3e tome. Et j'ai hâte du coup de me plonger dans ce 3e tome, parce que quand on connaît la fin, la vraie fin,
la vraie fin que Franck Tillier nous a cachée et qu'on la découvre et qu'on se rend compte de l'ampleur du bazar. On n'a qu'une envie, c'est de plonger dans le tome 3. Donc du coup, voilà, franchement, super lecture. Enfin, vous voyez, à mon excitation, voilà, il y a une nuit qui est passée, mais je suis quand même encore on fire, encore excitée. Et ouais, vraiment, c'était un super récit. Je vous conseille, bien évidemment, si vous souhaitez lire ce livre, de commencer d'abord par le manuscrit inachevé, parce que réellement, cette saga, ou en tout cas les 2 premiers tomes, sont véritablement construits comme des poupées russes, et donc vraiment pour comprendre un petit peu toute l'ampleur de ce livre, et également pour pas se faire spoiler de l'intrigue précédente, ben lisez quand même la saga dans l'ordre, donc commencez par le manuscrit inachevé, et puis lisez celui-ci, mais je peux vous dire que dans les 2 cas, vous allez passer un excellent moment. J'ai quand même des petites critiques à émettre sur ce livre, parce que bon, c'est un coup de cœur, mais il n'est pas non plus parfait. On retrouve cette habitude que je n'aime pas du tout chez Franck Tillier, et c'est le combien de... 1, 2, 3... 4, c'est le 4e livre, donc le 5e livre de l'auteur que je lis. Et à chaque fois, j'ai la même remarque, c'est ces fins qui sont extrêmement rapides. Là, encore à 10 pages avant la fin, on ne savait pas trop le fin mot de l'histoire. Voilà, on était toujours un petit peu dans le brouillon. Bon, on se doute hein, de comment l'histoire se termine, mais quand même, l'auteur ne l'a pas écrit noir sur blanc, et donc à 10 pages de la fin, on n'a pas encore toutes les informations, et je trouve qu'encore une fois, cette fin, elle est... Alors, pas bâclée, parce que je ne trouve pas qu'il bâcle ses fins, mais je trouve qu'elle arrive beaucoup trop vite et qu'elle est déballée beaucoup trop rapidement. Et moi, quand je me farcis quand même un roman comme celui-là qui fait presque 600 pages, qui fait 598 pages, ben j'aime bien en fait que l'auteur prenne un petit peu plus soin de moi à la fin et me fasse un final un petit peu plus étoffé, un petit peu plus rempli quoi. Et là je trouve qu'il nous a vite déballé la fin. Alors c'est satisfaisant, ça met une belle conclusion à l'histoire, mais quand même moi je suis à chaque fois perturbée avec les Franck Tillier, ça m'énerve un petit peu en fait qu'il clôture ses romans toujours aussi rapidement, sachant que parfois dans certains livres les intrigues sont tirées en longueur, et du coup d'avoir comme ça cette pseudo-lenteur tout au long du livre, et puis d'avoir cette fin qui arrive en catastrophe, ça m'énerve un petit peu. Bon là c'était pas le cas, hein, comme je vous l'ai dit, j'étais moi happée personnellement du début à la fin, mais quand même, voilà, cette fin ouais, j'aurais bien aimé qu'elle soit un petit peu plus développée et que ça aille un peu moins... ça n'arrive un peu moins rapidement. Voilà pour la première critique que j'ai à dire par rapport à ce livre. Et une autre critique, entre guillemets, c'est qu'il y a plusieurs choses qui arrivent dans cette histoire, notamment au début du roman ou peu avant la moitié. Il se passe des trucs. Et puis, donc tu t'interroges hein, sur ces trucs, tu dis « Ah tiens, voilà, ça complexifie l'intrigue. » Et puis finalement, à la fin, bah, t'as pas les réponses à pourquoi ces choses-là se sont passées avant. Alors du coup, à part pour rajouter un petit peu de suspense, à part pour, ajouter de l'épaisseur à l'intrigue, bah ça n'ajoute pas de saveur finalement à la recette finale. Et je trouve ça un peu étrange d'avoir mis ces éléments dans l'histoire si finalement il n'y a pas réellement de conséquences. Alors il y en a, mais pas... Enfin, comment dire, c'est pas... tu comprends pourquoi il a fait arriver cette chose à un moment donné de l'histoire, tu comprends que ça a une conséquence pour la suite, mais je trouve que la conséquence n'est pas assez expliquée. Voilà, c'est pas assez développé, c'est pas une explication assez complète pour comprendre pourquoi il y a eu ces événements plus tôt dans l'intrigue. Et ça, il y a à quelques moments de l'histoire, j'ai relevé, là comme ça, quand je réfléchis là maintenant devant la caméra, il y a 2 voire 3 moments où je m'interroge en me disant bah tiens en fait finalement à la fin il n'y a pas eu de réponse à ça, il n'y a pas eu de réponse à ça, il n'y a pas eu de réponse à ça, et je trouve ça un peu dommage parce que du coup toutes les portes ne sont pas clôturées, et moi j'aime pas quand on est dans un roman aussi complexe que celui-là qu'il y a des éléments qui ne sont pas conclus quoi. Donc voilà, petite critique encore une fois sur certains éléments qui étaient là pour complexifier l'intrigue, pour la rendre un petit peu plus noueuse, tortueuse, etc. Et puis tu te rends compte que finalement c'était un petit peu du grand bruit pour pas grand chose quoi, voilà, parce que ça n'a presque aucune incidence sur la suite de l'histoire, et tu ressors du livre avec plus de questions
que tu ne l'as... Enfin oui, forcément que tu ressors du livre avec plus que des questions que tu ne l'as commencé, mais enfin voilà, toutes les questions n'ont pas trouvé de réponse, quoi. Voilà ce que je voulais dire. Voilà donc un petit peu pour un avis un petit peu plus nuancé quand même de ce livre-là, mais je reste quand même sur mon opinion. Pour moi, c'est un coup de cœur. J'ai pris énormément de plaisir à lire ce livre. La fin est ingénieuse. L'auteur nous a manipulés, j'adore ça. Et je n'ai qu'une envie, c'est de continuer donc avec le tome 3, Labyrinthe, et de voir les conséquences de la fin de celui-là. J'ai envie de les connaître. J'espère que l'auteur va répondre à toutes nos questions dans ce dernier tome. Et voilà, du coup, j'ai hâte de le commencer. Donc, écoutez, moi c'est là-dessus que je vais clôturer déjà ce petit rush. Je vais sortir, comme je vous l'ai dit, avant d'entamer Labyrinthe, un petit manga. Je ne sais pas encore lequel. Et, enfin, en fait, si, je sais lequel, mais j'ai pas envie de vous le présenter dans ce rush. Voilà, donc stay tuned, le suspense va durer un tout petit peu. Donc, vous saurez l'identité du manga que j'ai sorti de ma palle dans quelques secondes. Et bien, écoutez, en attendant de vous retrouver dans quelques secondes, je vous dis donc à plus tard. Hello, je vous retrouve pour conclure cette semaine de vlog. Alors, je ne vous avais pas encore dévoilé le manga que j'ai sorti de ma palle pour faire une transition entre Il était deux fois et Labyrinthe de Franck Tillier. Eh bien, je vais lever maintenant tout de suite le suspense qui a dû être intenable pendant les quelques secondes du rush de transition. Ah là là, je suis sûre que vous êtes tous, voilà, vous étiez tous en train de trembler, en train de suer, en train de vous demander mais quoi? Mais qu'est-ce qu'elle a sorti de sa palle? Je ne peux plus tenir, vite, 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 le dénouement. Quelle est l'identité de ce livre? Bon, je fais peut-être un petit peu ma drama queen. Mais bon, je suis persuadée que vous êtes presque à ce niveau de comment dire, de tension là. Presque. Si, j'en suis sûre. Sinon, allez, trêve de bavardage, j'ai sorti de ma palle le 3e tome de la saga One Piece, donc Une vérité qui blesse. Dans ce tome-ci, on va découvrir Usopp, qui est un nouveau personnage qui va faire partie de l'équipage donc du chapeau de paille, et Usopp c'est un peu un des personnages phares de la saga. Il va être canonnier et également charpentier après dans l'équipage du chapeau de paille, et donc on fait connaissance donc du capitaine Usopp qui est sur son île et qui a l'habitude de faire des petites blagues aux villageois à tel point qu'il a la réputation d'être le menteur de service parce qu'il aime inventer des histoires plus rocambolesques les unes que les autres. Usopp c'est un personnage que j'aime beaucoup dans l'animé One Piece, et donc je suis ravie de le découvrir dans ce livre-là. Alors j'ai pas grand-chose à dire concernant le manga. Voilà, je suis qu'au 3e tome, je démarre tout doucement mais sûrement la série One Piece qui fait plus de 100 tomes. Je préfère quand même la lecture du manga à l'animé, parce que je regarde aussi, je re-regarde aussi en parallèle l'animé, et c'est vrai que autant les épisodes sont tirés en longueur dans l'animé, autant ici je trouve que dans le manga, alors oui c'est un petit peu long, c'est un petit peu lent, mais c'est un rythme quand même beaucoup plus addictif et beaucoup plus rapide que dans l'animé, et franchement voilà, je prends beaucoup de plaisir à redécouvrir ce manga qui, pour la petite anecdote, j'ai commencé à lire ce manga en fait quand j'étais en études secondaires, donc je devais avoir quoi, peut-être 15-16 ans, quelque chose comme ça, et en fait c'est une de mes amies qui ne l'est pas restée longtemps, de l'époque, qui me les filait, et en fait un jour sa mère a découvert qu'elle me filait des mangas, donc c'est grâce à elle notamment que j'avais commencé Bleach, One Piece et Full Metal Alchemist. Et la mère de mon amie en fait a pété un plomb. Elle a dit à ma pote qu'elle ne lui achetait pas des mangas pour que les autres en profitent gratuitement. Et donc du coup mon amie avait interdiction de me refiler les mangas. Voilà, j'avais commencé la série il y a longtemps, je ne l'ai jamais terminée, et donc maintenant je prends ma revanche sur la vie en utilisant mes petits sous durement gagnés pour m'acheter moi-même mes mangas qui du coup
ne seront prêtés à personne non plus parce que, j'achète pas des livres pour que les autres les lisent gratuitement, dis donc. Non, bien sûr, c'est vrai que je ne suis pas du genre à prêter mes livres étant donné que je suis très très maniaque comme fille, mais bien évidemment, si mon mari ou quelqu'un de mon entourage à qui je fais confiance souhaite lire ce manga, bien évidemment que je le prêterai, parce que c'est quand même une mentalité de teuteux, de penser comme ça. Enfin bref, anecdote fermée, donc c'est ce livre-là qui m'a accompagnée lors de ma petite transition entre Labyrinthe et Il était deux fois. Et donc vendredi, oui c'est ça, vendredi soir, du coup, j'ai commencé à lire donc le tome 3 de la saga composée du manuscrit inachevé de Il était deux fois et de Labyrinthe, voilà l'ultime tome de cette trilogie. Alors dans ce livre-là, en fait, on va suivre plusieurs personnages. Donc on va commencer dans un prologue où on va apprendre qu'une femme est un peu dans le... Alors pas vraiment dans le coma, mais voilà, elle est pas très bien, elle est un petit peu dans les vapes. Et cette femme aurait apparemment une histoire assez... aurait raconté avant de perdre la mémoire, subitement la mémoire. Pardon, excusez-moi, j'ai dû tousser, mes allergies au pollen commencent tout doucement à poindre leur petit nez. Et du coup, j'avais un petit peu la gorge... encombrée comme ça, donc j'ai dû cracher mes poumons. Bref, donc du coup je disais, oui, donc cette patiente, avant de perdre la mémoire totalement, a quand même livré une partie de son récit à son médecin, et donc le médecin va nous raconter l'histoire que cette patiente lui a contée. Et donc dans ce livre, on va suivre, c'est un roman choral où on va suivre 3 personnages. On va suivre Lysine, on va suivre Vera, et on va suivre un 3e personnage principal dont je vais taire l'identité afin de ne pas spoiler les personnes qui n'auraient pas lu la trilogie. Et en fait, on va suivre ces 3 femmes dans leur quotidien. Et à chaque fois, leur histoire va vraiment être bercée de mystères et d'éléments assez noirs qu'il va falloir démêler tout au long du coup de l'intrigue. Voilà un petit peu pour le résumé. Alors je sais très bien, c'est assez rapide et ça vend peut-être pas trop du rêve, mais je peux pas en dire trop parce que en fait ce livre c'est véritablement le point final de la trilogie. Et donc du coup, si je vous en dis trop, je vais vous dévoiler des éléments des 2 livres précédents et ce serait vraiment bête de ma part de faire ça. Donc du coup, voilà, je reste nébuleuse volontairement, mais ce livre, c'est véritablement l'ultime pièce, en fait, du puzzle que Franck Tillier a commencé donc dans le manuscrit inachevé. J'ai bien aimé cette conclusion. Ça répond à pas mal de questions qui étaient soulevées dans les différents tomes et surtout dans le tome 2 parce que c'est celui quand même dont je me souviens le plus vu que je viens de le terminer il y a quelques jours. Et voilà, donc du coup ça donne une conclusion vraiment satisfaisante à cette histoire, même si d'autres questions sont restées assez en suspens. Je trouve quand même que le point final à cette histoire, il y a un côté... Alors, pas vraiment... Alors, un petit peu tiré par les cheveux quand même. C'est... J'ai un peu du mal à croire à la crédibilité de ce que Franck Tillier nous expose ici dans ce livre. Après, voilà, je me laisse porter par le livre, je me dis que l'auteur a sans doute fait des recherches et que c'est peut-être plausible, même si c'est un pourcentage infime de possibilités que ce genre d'histoire arrive dans la vraie vie. C'est peut-être possible que ça arrive et donc du coup, voilà, j'essaye de mettre mon esprit extrêmement rationnel de côté pour me laisser porter et je trouve que c'est vraiment une belle conclusion à cette histoire. L'intrigue, elle est vraiment bien construite, c'est ultra addictif. Je l'ai dévoré sur tout mon week-end. C'est un week-end, cette fois-ci, où j'étais à la maison. Je n'avais rien de prévu. J'ai eu des propositions pour faire des choses, mais j'ai décliné absolument tout ce qu'on me proposait. J'avais qu'une envie, c'était de rester chez moi déjà pour me reposer, parce que mine de rien, la semaine de reprise, elle a été assez intense et j'étais très fatiguée. J'avais envie également de me défouler un petit peu dans le sport et j'avais surtout envie de me poser et de lire parce que la semaine dernière, c'était pas Jojo niveau plage de lecture que je me suis accordée dans la semaine. Et donc, je me suis vraiment accordé des longs moments lecture et franchement, ça m'a fait du bien parce qu'en plus, ce livre était
était super addictif. Je n'avais pas du tout envie de le lâcher, j'avais envie de le dévorer d'une traite et c'était tellement addictif que j'ai terminé ce bouquin hier à minuit et demi alors que je me suis levée à 6h ce matin parce que voilà, mon réveil sonne à 6h en semaine, mais je ne pouvais pas le lâcher et c'était hors de question pour moi d'attendre le lendemain pour connaître la fin de l'histoire. Il me restait 70 pages et je me suis dit, tu sais quoi, YOLO, tant pis, je serai fatiguée demain au travail, mais il faut que je connaisse le fin mot de cette histoire. Et franchement, je n'ai pas été déçue. Alors, je trouve quand même que ce livre est un poil en dessous des autres. Je me souviens, donc je vous avais expliqué, je sais plus trop quand, mais en tout cas ça a été dit, j'en suis sûre, dans le dernier vlog. Je sais pas si je me le suis encore, je sais pas si je l'ai répété cette semaine, mais j'ai lu le manuscrit inachevé donc en janvier 2020. Ça avait été un énorme coup de cœur, ça avait été un livre que j'ai dévoré, que j'avais adoré, qui m'avait retourné la tête, et c'est un petit peu ce qui s'est passé également avec Il était deux fois. C'est un livre que j'ai trouvé hyper addictif, que j'ai pas dévoré parce que bon, je l'ai lu sur presque 2 semaines, mais voilà, c'était un livre que j'avais trouvé hyper addictif, j'étais bien dedans, j'y retournais toujours avec plaisir, ça m'a fait des nœuds au cerveau, c'était hyper addictif, c'est ce final ingénieux, et voilà, ça avait été vraiment 2 super bonnes lectures. Ici, je le trouve quand même un poil en dessous des autres, il a moins cet effet waouh quand même au niveau du final. J'ai vu venir le final. Voilà, je me suis doutée à un moment donné, pas trop tôt dans l'histoire, mais pas non plus à la dernière minute, vers où l'auteur voulait nous mener. Et donc du coup, forcément, comme j'ai compris le twist avant d'y arriver, il n'y avait pas eu cet effet waouh comme dans les autres bouquins, quoi, où là, vraiment, je m'étais laissée porter et où ça avait été véritablement une claque et une belle surprise. Donc voilà, donc c'est pour ça que je le trouve un petit peu en dessous des autres, mais il n'en reste pas moins un roman qui se lit bien, qui se lit vite, qui est hyper addictif, qui plonge encore une fois dans la noirceur humaine. On va côtoyer des personnes dans ce roman que t'as pas envie de côtoyer dans la vraie vie. On va parler de l'art à son extrême, vraiment avec des artistes qui utilisent voilà, des méthodes, voilà, donc la violence dans l'art, mais la violence plus dans l'art. Et ça va être ça en fait, la thématique générale de ce livre. On va plonger de plus en plus dans la noirceur de l'humanité, de l'âme humaine, que ce soit la noirceur psychologique ou la noirceur véritablement à vouloir faire du mal aux autres et à aller dans les limites de la violence physique. Voilà, donc franchement, chouette lecture, très très bonne conclusion. Je le répète encore une fois, je pense que je l'ai déjà répété dans le vlog dernier et dans ce vlog-ci pas mal de fois, mais voilà, la trilogie, donc le manuscrit inachevé, Il était deux fois et Labyrinthe, je vous la recommande fortement. Lisez bien les livres dans l'ordre, vraiment, je pense que c'est hyper important pour que la surprise soit totale et pour que vous ayez vraiment une expérience incroyable de lecture, mais sachez que ce sont des bouquins qui se dévorent, qui sont hyper addictifs, qui sont assez noirs. Donc c'est vrai que si vous avez quand même une petite âme sensible, Franck Tillier, il ne va pas de main morte. Moi, je trouve personnellement que c'est soft, mais c'est vrai que j'ai entendu pas mal de personnes, enfin j'ai discuté avec quelques personnes sur Instagram notamment, qui me disaient que Franck Tillier, ils avaient quand même pas mal de mal, avec notamment la violence qu'il propose dans ses livres. Moi, je trouve que ça va, mais vous commencez à me connaître, j'ai une haute tolérance à tout ce qui est gore, morbide, etc. Moi, je trouve que ça va, mais bon, quand même, attention, il y a des sujets qui sont abordés, notamment l'art à l'extrême avec des personnes écorchées, etc. Donc voilà, soyez avertis, mais en tout cas, c'est une saga que je vous recommande. Maintenant que je suis en train de parler des écorchés et de l'art extrême, c'est vrai qu'on va aborder, donc comme je l'ai dit, une typologie artistique assez borderline d'art contemporain, bien évidemment, où on a ces vrais corps humains qui ont été écorchés, qui sont mis en scène dans des expositions assez macabres, et toutes les dérives que l'art contemporain peut avoir en bousculant les limites de la violence faite à un humain, quoi. C'est des thématiques en fait ça m'a un peu perturbée en fait à la lecture de Labyrinthe, parce que dimanche je suis allée courir 16 km
environ 1h40, quelque chose comme ça. Et donc j'ai écouté mon livre audio du moment qui est du coup La Chambre des Morts de Franck Thillier. Il me semble que je vous en ai déjà parlé dans le premier rush, donc je dois pas vous faire de résumé. Si je ne vous en ai pas parlé, je mettrai un petit insert où je vous ferai un résumé lors du montage. Mais bon, bref, je suis dans la lecture de La Chambre des Morts. Et je prends toujours autant de plaisir à ce livre, à écouter ce livre. J'en suis à 65%, donc je l'ai bientôt terminé. Il me reste peut-être, je sais plus, 2 heures d'écoute, quelque chose comme ça. Je sais plus, enfin bref, j'ai écouté 65%. Et en fait, là où j'en suis dans l'intrigue, on commence à voir le dénouement arriver. La police est sur la piste de la personne qui enlève ses enfants. Et il y a également une thématique que j'ai retrouvée dans Labyrinthe, c'est justement, Franck Thillier va évoquer les écorchés de Fragonard, donc qui est cet artiste si je ne dis pas de bêtises, du XVIIIe siècle. C'est le frère de Jean-Honoré Fragonard. Ouais. Le frère ou le cousin, je sais plus. Mais en tout cas, c'est de la famille de ce Fragonard-là. Voilà, qui a fait Le Verrou, qui est un artiste que j'aime beaucoup et qui est un artiste du XVIIIe siècle, à cheval entre le XVIIIe et le XIXe siècle. Bon, il est mort en 1806, donc il n'a pas vraiment connu le 19e. Mais donc effectivement, c'est un artiste, donc son cousin, son frère, je ne sais plus, qui fait les écorchés et de la famille donc, de Fragonard. Donc c'est un artiste du 18e siècle qui met en scène en fait des corps humains totalement écorchés, quoi. Et donc cette thématique va être abordée dans La Chambre des Morts et elle est également abordée ici dans le Labyrinthe. Et donc du coup j'étais assez perturbée en fait d'avoir 2 livres qui sont quand même vachement séparés dans la temporalité d'écriture et de sortie en livre physique de Franck Thillier. Et du coup c'est vrai que à un moment donné je me suis dit tiens c'est marrant quand même qui reprend les thématiques et c'est quand même un fameux hasard que je me retrouve dans 2 bouquins que je lis en parallèle qui abordent la même thématique. C'est marrant de voir à quel point aussi comment il adapte son intrigue par rapport à ses références. On va bien évidemment parler de la limite artistique, jusqu'où est-ce qu'on peut aller au nom de l'art, mais de 2 manières différentes et du coup j'ai trouvé ça hyper intéressant. Je me suis arrêtée au moment où on commençait véritablement à entrer dans la référence des écorchés dans La Chambre des Morts, donc je sais pas s'il va développer un petit peu plus et continuer avec une explication dans l'art contemporain comme ici dans Labyrinthe, ou s'il va s'arrêter là, mais en tout cas ça m'avait trop perturbée en fait de lire les 2 livres en parallèle et d'avoir la même thématique qui est abordée. Mais bref, mis à part cette petite perturbation dans ma petite tête lorsque j'ai écouté ça, La Chambre des Morts, franchement, c'est un livre qui se lit bien. Franchement, je prends du plaisir à l'écouter. Encore une fois, on plonge également dans la noirceur de l'âme humaine. C'est assez... Pour le coup, je trouve pas violent. C'est juste extrêmement noir parce que les personnages qu'il nous dépeint sont quand même assez toc-toc du ciboulot. Vraiment, le méchant de l'histoire, il est pas piqué des hannetons, quoi. Il est assez perturbé. Et j'aime bien suivre sa psychologie parce que donc on va suivre en parallèle donc Lucie Hennebel qui est sur l'enquête de la personne qui enlève les enfants. On a également Vigo et Sylvain, si je ne dis pas de bêtises, qui sont les 2 protagonistes qu'on a rencontrés au tout début du livre qui ont renversé quelqu'un avec leur voiture et piqué la rançon. Et entre ces deux points de vue, on a de temps en temps comme ça des chapitres où on va être dans la tête de la personne qui enlève les enfants et c'est assez perturbant de suivre ses pensées. Cette personne, elle est bien barrée et j'aime bien en fait la noirceur que Franck Thillier pose dans ses personnages et dans ses histoires et franchement je me délecte à écouter ce livre. J'ai hâte de le continuer, de le terminer. J'ai pas mal de runs de prévus et pas mal de longs runs de prévus cette semaine et donc je pense que, cette semaine-ci qui commence et donc du coup je sens que je vais le terminer et donc sans doute dans le prochain vlog vous aurez mon avis final à son sujet.
Sinon, donc, je vous ai dit, j'ai terminé Labyrinthe hier soir, donc dimanche. Bien évidemment, en ayant terminé ce bouquin à minuit et demi, je ne me suis pas plongée directement dans une nouvelle lecture, hein. Non, non. Mais en revanche, j'ai choisi ce matin, avant de partir au travail, un nouveau livre que j'ai commencé dans le bus à l'aller et au retour. Et ce livre que j'ai sorti de ma palle, c'est Felicita de Serena Giuliano. J'ai chroniqué il y a pas longtemps... Un coup de soleil, je pense. Je crois que c'est ce livre-là que j'ai chroniqué il y a pas longtemps sur Instagram. Et donc du coup, ça m'a donné trop envie de me replonger dans un livre de Serena Giuliano. C'est des romans contemporains, un peu feel good, que j'adore lire en été parce que Serena Giuliano nous emmène toujours dans ses romans en Italie, dans différentes régions. Ici, en l'occurrence, on est à Milan. Et je trouve que c'est toujours une escapade, une petite parenthèse de douceur, de feel good, de bonne humeur, où on prend le soleil italien, où on sent à travers les pages toutes les saveurs de la nourriture et de la gastronomie italienne, où on sent la dolce vita coller, enfin nous couler comme ça sur le corps. Et c'est vraiment toujours un immense plaisir de retrouver la plume et l'univers de cette autrice. Et donc j'avais véritablement envie, là, après avoir enchaîné quelques petits thrillers, d'un roman un petit peu plus léger, d'avoir une petite parenthèse aérienne dans laquelle je vais retrouver la plume si particulière de Serena Giuliano qui est teintée d'humour et que j'aime à chaque fois retrouver. Ici dans Felicita, on va suivre Valentina qui est wedding planeuse. Elle organise des mariages aux alentours de Milan et en particulier autour du lac de Côme. Sauf que Valentina, on l'a... Donc c'est une tranche de vie ce bouquin et on arrive dans la vie de Valentina à un moment qui n'est pas très très cool parce qu'il y a quelques mois de cela, elle a perdu sa meilleure amie d'enfance avec qui elle a grandi, avec qui elle a partagé plein de choses. C'est son amie la plus proche qu'elle voyait régulièrement. Elle est d'ailleurs marraine de sa petite fille qui est née il y a pas longtemps, il y a quelques mois avant le décès de sa mère. Et donc Valentina, elle est véritablement en période de deuil amical et on la suit du coup au début de ce deuil et on voit comment elle continue à vivre malgré cette perte qui est quand même catastrophique pour elle. J'ai lu 40 pages sur 228, voilà, donc je suis qu'au tout début de ce roman. C'est véritablement un plaisir de retrouver la plume de Serena Giuliano qui est très facile à lire, qui est teintée d'humour. Après, c'est vrai que la thématique de ce bouquin, j'ai connu plus feel good. En fait que de suivre quelqu'un qui est en plein deuil. Cela dit, je trouve que la thématique en fait elle est hyper intéressante à suivre parce que là on va parler d'une perte, mais d'une perte dans le cercle familial et c'est vrai que c'est un sujet qu'on n'aborde pas souvent quand on aborde le deuil dans les différents livres, c'est souvent les deuils au sein de la famille, mais en fait on parle pas beaucoup du deuil amical et à quel point perdre quelqu'un qui ne fait pas partie, avec qui on ne partage pas d'ADN commun et avec qui on n'a pas le même sang, mais que perdre cette personne qui nous est super proche quand même, à quel point ça peut être super compliqué à vivre et que c'est un deuil qu'il est compliqué à surmonter. Et c'est vrai que en lisant ce bouquin, ça me fait réaliser en fait à quel point c'est vrai que dans notre société, quand je regarde moi par exemple au travail, je peux avoir des congés extraordinaires quand quelqu'un de ma famille décède, donc que ce soit quelqu'un de... Donc que ce soit mon mari, mon père, mon frère, mon cousin, enfin peu importe, et également du côté de mon mari. Donc si par exemple Julien a perdu sa grand-mère il y a quelques années, j'avais le droit à un congé extraordinaire pour pouvoir aller à l'enterrement de sa grand-mère. Mais c'est vrai que finalement il n'y a pas de congé pour le décès de quelqu'un de proche, comme un ami, comme son meilleur ami, alors que perdre son meilleur ami avec qui on a partagé une grande ou même petite partie de sa vie, c'est une épreuve quand même à surmonter et c'est quelque chose de pas cool et c'est un vrai deuil en fait. Et du coup, c'est vrai que dans notre société, on n'a pas vraiment de place pour les deuils amicaux et donc je trouve ça hyper original que Serena Giuliano aborde cette thématique dans son livre parce que c'est un angle inédit, je trouve, ou en tout cas un angle original pour aborder cette thématique. Donc voilà, donc c'est clair que c'est pas le roman le plus feel good qui soit en ce début de roman, mais je m'imagine qu'on va suivre Valentina
dans son quotidien et dans sa reconstruction, en fait, dans sa procédure de cicatrisation, dans sa procédure de deuil, où elle va essayer de surmonter cette perte et continuer à vivre parce que, bah oui, la vie continue malgré le fait que certaines personnes n'en font plus partie. Donc voilà, donc bah, pour l'instant j'aime bien. Oui, franchement, à 40 pages, j'ai pas grand chose à dire. Je suis contente de retrouver la plume de l'autrice, c'est très léger, c'est pas du tout prise de tête, elle a un humour, j'aime beaucoup l'humour de Serena Giuliano, c'est souvent très sarcastique, c'est un humour assez particulier, mais moi c'est un humour qui marche totalement avec moi, donc voilà, donc je suis vraiment contente de retrouver sa plume qui est si particulière, et j'ai hâte en fait de prolonger du coup mon petit voyage en Italie avec elle, donc aux alentours de Milan et du lac de Côme, voilà, qui est une région que je ne connais pas très bien en Italie, et donc bah voilà, c'est l'occasion de la découvrir à travers ce livre. Ben voilà, écoutez, je pense que je vous ai tout dit pour ce rush-ci. Ouais. Et voilà, c'est sur cette update lecture et avec une lumière mais complètement dégueulasse, vraiment, oh là là, c'est pas du tout esthétique, que je conclue cette semaine de vlog. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ainsi qu'un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous aussi, vous avez lu tous les livres que je vous ai présentés cette semaine? Est-ce que vous les avez aimés? Est-ce que vous les avez pas trop aimés? Est-ce que vous êtes mitigés à leur sujet? Voilà, dites-moi tout dans les commentaires. Et dites-moi également si je vous ai donné envie de les découvrir. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. Et en attendant de vous retrouver dans le prochain vlog, je vous souhaite comme d'habitude de passer une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit, peu importe. Et je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles aventures livresques. Ciao!